canapé. Salut à tous et bienvenue au 26e épisode d'En Regarde à la vie. Salut Jules. Salut. Donc, avant rien et avant de commencer, on va faire un petit changement. Bon, les 2 derniers épisodes, ça marchait comme de la caca. On est nul en com. On est nul en com. On est nul en com. C'est pas grave. Ouais, c'est parce qu'on n'en fait pas, tout simplement. Ouais, c'est effectivement ça. Donc, on va voir si YouTube il nous aime plus en faisant une petite connerie. Je ne sais pas, la grande révolution. Donc, on va couper désormais les épisodes en 2. Normalement, on fait 4 critiques, chroniques, appelez-le comme on veut. Donc, on va sortir au début du mois, on sortira 2. Hier, à 15 jours, ça sortira 2. Qui s'appellera au partie 1, partie 2. Et que ça restera le même format parce que finalement, les seuls trucs, c'est qu'on fera une pause et on fera une petite présentation au milieu et basta. Nous, on enregistre pareil. Mais à voir si les formats 45 minutes ou 1 heure, il aime plus YouTube. Je n'en sais rien. Mais bon, commençons pour que nous, on est nuls en com. Donc, si on ne fait pas de com, forcément, c'est pas déjà ça. Bref, pendant qu'on s'amuse, on a envie de parler, on sera là tout de même. C'est ça. Donc, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Moi, je parle de 2 séries animées. 12 séries, les 2. 2 animés. Il est 2 animés. Ouais. D'accord. Ah, là, j'ai comme on dit, j'ai poncé Netflix là, ces derniers temps. Ah oui, c'est vrai, il y a une que tu m'avais déjà dit. Ouais. Peut-être on durera plus d'une heure. Et moi, je vais parler d'un manga et d'une série, cette fois-ci, pas animé. Ouais. Netflix aussi. Netflix aussi, mais bon, je parle pas souvent de séries Netflix, Non, mais là, ouais. ça mérite. Donc, Voilà. sans plus, je vais commencer. Bah oui, c'est à toi. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui pour commencer? Je vais parler de la série Adolescence. C'est une série Netflix sortie il y a même pas un mois, je pense. Oui. À peu près, à quelque chose près, peut-être 3 semaines. Que sans doute elle a passé pour beaucoup de voix de beaucoup de gens là-dessus. Et que vraiment ça mérite de s'arrêter là-dessus. Donc, pour la petite fiche technique, c'est une série anglaise qui est créée pour Jack Thorne et Stephen Graham, que en même temps c'est un des protagonistes des séries et que ça cartonne. Et c'est une série vraiment 100% anglaise. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce que dans les derniers temps, si on suit un peu les actualités des séries, etc., derniers temps, je parle des derniers 5-10 ans quand même, mais ils ont une tendance à faire, ils ont été toujours très forts en écriture, les Anglais, peut-être un peu moins en moyen, qualitativement. Mais il y a tout un tas de séries, je noterai notamment Broadchurch. Broadchurch, c'est une tuerie de séries, il te laisse ton âme cassée en 1000 morceaux. Doctor Who, c'est une... Oui, mais Doctor Who, c'est plus compliqué parce que là, par exemple, la série, c'est les droits achetés sur Disney. Donc à Disney, il y a des droits, même si les écrivains, c'est les mêmes. Bon. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était 100% anglais. Oui, il continue à être 100% anglais, attention. Et en plus, maintenant, Disney il a lâché l'affaire et je pense que ça est autre. Bon, bref. C'est compliqué. Mais, oui, c'est toujours. Mais tout de même, oui, effectivement, il y a toute une longue histoire des écrivains, des séries. Et dans les dramas, je trouve que ces derniers temps, les dramas anglais, ils sont très, très, très bien écrits. Qui fait partie, Stephen Graham, il fait partie de ces gars qui coulent là, dans ces groupes-là, qui tournent autour de ce groupe-là. Et vraiment, ils sortent des séries qui sont poignantes, avec un contexte, qu'ils prennent des risques sur des thèmes que, au contraire, c'est la moyenne bienveillance actuelle de qu'il ne faut pas y aller à droite-gauche, ni pour une raison ni pour autre. Là, c'est foutu, on bat. Et on y va droit. Bah, c'est ce qu'il faut. Hein. Et Adolescence, il parle de ça. Et c'est une série, je vous l'ai dit déjà, pour les âmes sensibles, dur. Très dur. Très dur. Et pourtant, c'est un angle d'attaque très différent. Parce que la base de la série, je l'avais spoilé parce que on en parlait juste avant de ça. Pour moi, ce n'est pas une série qui c'est important d'être spoilée parce qu'il n'y a pas de spoil majeur. L'histoire, tout laissé au début.
Vraiment. Apparemment, c'est dans les 5 premières minutes de voilà, l'épisode. tout ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est tout qui se développe, c'est vraiment la psychologie des personnages, les dialogues, l'évolution. Ça, c'est très marquant. Donc, l'histoire de base, qui s'était inspirée pour plusieurs faits réels, c'est un adolescent de 13 ans qui tue notre fille de même âge, ou à peu près. Et pourquoi? Et tout laisse autour de pourquoi ça, bon, la culpabilité, par culpabilité, les parents, les analyses de la vérité, les copains, la société. Et c'est très dur parce que il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans ces mondes-là. Ça, c'est du réel. Je trouve que la série, il est très bien écrite dans ce sens-là. Il ne prend pas les adolescents pour des ratés, ni les mêmes les gars qu'il est l'assassin, hein, enfin. Il n'est pas pris comme juste c'est les monstres, hein, c'est un enfant monstrueux. Pas du tout. Ses parents, ils sont à notre fille, qu'il est adorable. C'est un des 4 épisodes qui parle de ça. C'est hyper touchant comme les parents, ils culpabilisent à mort, ils sont complètement démolis pour cette histoire. Oui, on peut dire qu'ils ont raté quelque chose comme parents, mais quelque chose qu'on pourrait rater tous, en fait. Mais voilà, c'est une histoire très touchante que je développerai un peu plus tard. Et en plus, avec une mise en place très particulière. Parce que c'est une série de mini-séries, pour être clair, hein, c'est 4 épisodes, hein, 4 épisodes qui durent entre 1 heure et 50 minutes hein, chacun. Hein. Moi, je l'ai binge-watché, hein, la série. Donc, voilà. Et chaque épisode, c'est en plan séquence. En plan séquence, très bien fait. Avec, comme on parlait avant de la vidéo, quelques petites astuces, parce que pour que ça fonctionne, les plans séquences de 50 minutes, tout le monde il est très efficace. Tout le monde est très efficace. L'avocat, il arrive très vite, les flics, ils arrivent très vite, tout, il arrive très vite. Ils sont très efficaces. Tout était à côté, juste à côté de... C'est ça. Mais honnêtement, c'est une chose qu'à un moment donné, on peut critiquer, mais honnêtement, ça passe. Même internement, tu dis que des fois, même au début, dans les premiers épisodes, l'avocat, il arrive hyper vite. Et même lui, il dit « Ouais, c'est la première fois que j'arrive assez vite sur un cas, machin, etc. » Mais bon, il explique aussi pour les cas d'un assassinat avec un gamin de 13 ans, donc tout il est pris très rapidement, etc. Et on a mis cette riche d'efficacité policiale ou administrative que personne ne croira, pour en vrai. Surtout en France. En France et ailleurs, hein, faut pas rêver. On a mis cette petite licence artistique, on va le dire comme ça. Ça fonctionne très bien parce que l'impact, c'est vraiment dur. Et en plus, sur les points de vue, qui n'est pas du tout, comme l'expliquer, il ne va pas montrer les scènes, c'est toujours après. En fait, tu vois aucune violence, c'est-à-dire, bon, tu vois de la violence psychologique, mais c'est pas vraiment, tu vois pas les faits, tu vois pas clairement au moins comme la fille elle est tuée, tu vois pas qu'est-ce qui a enclenché tout ça. Tout c'est des dialogues, des parler de chacun, de comment il bouge, les conséquences surtout de ces faits, parce que chaque épisode, en fait, le premier épisode c'est jour 0, le deuxième épisode c'est 3 jours, je pense, ou 5 jours, un truc comme ça. Les troisième épisodes c'est 3 semaines et les derniers ils sont déjà passés des mois. D'accord. Et chaque fois c'est un événement de 50 minutes. D'accord. Et c'est dur. Dur parce que il faut se questionner plein de choses. Il y a plein de choses qu'il faut être mises. Je comprends à un moment donné parce que je pense que ça a été le premier ministre anglais, c'était surprenant qu'il a même conseillé de faire passer cette série en collège. J'ai vu qu'ils avaient passé des décrets et tout pour que ça puisse être discuté et débattu. Parce qu'il faut. Parce qu'en fait, la série, il tourne comme un gamin, hein, finalement, parce qu'il a 13 ans. Ah oui, bah mais un gamin avec tout lancé à l'information qu'on a, avec tous les codages qu'on a, comme il se considère maltraité pour les femmes, donc les femmes en selle, que c'est en gros ce qu'il parle, il considère qu'il est juste à se venger. C'est bien plus compliqué, mais bien articulé. C'est pas juste si facile de dire il est perturbé. Non, c'est vraiment comme c'est un
En fait, quand les gamins ils parlent, quand ils s'expliquent, etc., quand il s'est fait arrêter, il est en train de chialer, mais vraiment, tu sens qu'il se sent, tu sais pas s'il se sent coupable ou pas, mais c'est doublé, quoi. C'est quand les parents ils arrivent, tout, c'est vraiment très effectif. En plus, les acteurs, autant les gamins que les parents, que c'est l'écrivain aussi, ça marche super bien. Ils les font très bien. Les gamins sont tueries. Franchement, l'acteur qui fait les gamins, les changements psychologiques, les fonctionnements, comment ils trouvent tout pour démontrer qu'il a été lui, même si tout le sait qu'il a été lui depuis les premiers épisodes. Hein. C'est juste que lui, il accepte qu'il a été. Oui. Il est très bien fait. En aucun moment, il va crier au cas de vent, tout vent, que c'est moi le tueur, c'est moi l'assassin. C'est pas du tout comme ça. C'est bien plus subtil. Ouais. Et comme il l'amène, et comme il passe à dire oui, non, cette fille, je ne la connaissais pas, jusqu'à final, oui, cette fille, ça m'a plaisé, cette fille, ça m'a humilié. Bon, tout un tas de mécanismes qui font arriver ça, avec toute une complicité de ses copains, effectivement, parce que tout à l'école, c'était les mêmes groupes, on va dire un peu des outsiders, des écartés, qui se font tabasser en quelque sorte. Donc, comment on arrive à cet extrême-là? Et ça m'a vraiment touché. Il y a ces scènes, notamment toutes les scènes, mais bon, peut-être pour les rôles, les scènes qui concernent les parents, que c'est le dernier épisode. Le dernier épisode est dédié 100% aux parents. C'est tout fini par terre. J'imagine, ouais. Tout finit par terre, de comment les parents, des mois après de ces événements, ils essayent de passer la page, de continuer à vivre, mais ils ne peuvent pas, quoi. Ils ne peuvent pas. Comme ils réagissent, les réactions complètement viscérales, comme il pète les plombs, elle et la mère, ils essaient de faire la sœur, qu'ils essaient de normaliser, même en étant un jeune adulte de 18 ans. Bon. Et à moi, personnellement, ça m'a vraiment bouleversé. Je trouve qu'effectivement, c'est une série qu'on devait montrer à beaucoup de gens pour ouvrir ce dialogue, pour parler de cette code, parce qu'il parle aussi avec un certain, je trouve qu'il est bien fait, les codages, c'est-à-dire, il y a dans les deuxièmes épisodes, les flics ils vont à l'école pour essayer de savoir plus. Et un des flics, il y a son fils qui est dedans. Et donc, lui, à un moment donné, il dévoile une chose, et c'est des codes que soit tu es vraiment sur Internet beaucoup, et tu connais certains codes, ou sinon, tu es complètement à l'ouest. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, ils sont en train de passer des choses très, très, très graves sans que tu t'aperçoives. Ah oui, bien sûr. Et comme tout ce mécanisme psychologique, il peut arriver à ça, à faire qu'un gamin de 13 ans, il tue une gamine, quoi. Et sont en société actuelle qui n'est pas si déconnant que ça, quoi. C'est un moment qu'on normalise tellement de trucs, normal qu'on a un taré en train de gouverner les pays plus puissants, soi-disant, et qui normalise ce genre de barbarité. C'est vraiment ce genre de série, c'est ça qu'il nous faut. Peut-être, encore une fois, hein, on l'a déjà parlé des autres fois, sur des autres épisodes, hein, il n'y a pas toujours faire des séries hyper réfléchies et très, très cérébrales. Hein. Des fois, c'est bien s'amuser, juste passer un bon moment, mais des fois, il faut bien prendre une claque dans ta gueule avec ça et te réveiller. Je pense que des personnes comme nous, peut-être, on est déjà en certaine conscience, on voit des gens comme ça passe, on est déjà passé à l'autre côté, on peut nous reconnaître certains mécanismes psychologiques de l'adolescence qu'on aurait pu tomber, parce que c'est ça la question. C'est ça le plus important de la série, c'est qu'il te montre que ce n'est pas un gars qui est complètement truffé, ce n'est pas un gars qui a un père qui l'agresse, ce n'est pas une mère qui les traite comme de la merde. Non, ses parents, ils l'aiment. Ils l'ont soigné au petit coton. Ils se sont trompés, il est très clair, mais c'est une erreur que tout le monde pourrait commettre. Ah bah oui, bien sûr. Comment tous les copains qu'il avait autour de lui, ils se sont laissés emporter pour cette dynamique, pour accepter cette dialectique de mal alpha, ils ne se font pas choisir parce que les phrases qu'il répétait très souvent dans la série, dès les 80% des femmes choisissent les 20%. C'est de Pareto.
c'est tellement faux, quoi. C'est Oui, tellement faux. C'est tellement bâtard, juste la phrase en soi. Et c'est le problème des réseaux sociaux, comme on dit. C'est-à-dire que réseaux sociaux sans quelqu'un derrière pour expliquer, ben, ça peut Ouais, amener à ça. mais tous les coachs des merdes qui tournent sur Ah oui, oui. Internet, il y a en France, hein, il n'y a Mais pas les problèmes, partout dans le monde, ouais. qui Ah oui, bien prônent, c'est déjà des discours ouvertement sans tenir les conséquences, ces discours des haines, ces discours des mépris, ces discours oh oui, on est les hommes. Putain, mais nique les patriarcats, quoi. Non, c'est plus clair que ça, c'est impossible, quoi. Là, enfin, le problème, c'est toujours les excès. Les mecs sont toujours dans l'excès. Ouais, mais on est sur une époque d'excès, en fait. Oui, voilà, Il y a c'est une ça. époque des Tout est dans post-vérités. l'excès. Euh, euh, Heureusement, pas tout, mais au moins ça qui nous montre les réseaux, c'est toujours l'excès. Les réseaux sociaux, c'est l'excès tout le temps. Parce que c'est ce qui fait du buzz. Oui. Sur l'information rapide, sur Oui, pas voilà. la réflexion, sur tant de choses qu'on peut prendre au dossier degré, mais qu'il n'y a pas à prendre. C'est la Non. génération qu'on est en train de former. C'est ça. C'est la génération qui va venir Ah, ben derrière nous. là, on la forme pas. Hein. On l'a détruit. Heureusement, il y a certains qui ont Il y a fait des des gens, efforts. oui, bien sûr. sûr. Mais effectivement, la société, autant les systèmes éducationnels, il ne met pas des ressources à ça. Ça, c'est grave, quoi. C'est pas comprendre Ouais. les faits. Un truc tellement basique qu'on comprendre qu'on est à ces jours des sons blancs avec privilèges, mais comme si c'était une insulte. Il faut savoir que tout est des privilèges. Après, tant mieux pour toi. Hein. Je veux dire, si, non, il faut assumer la vérité. On est des hommes blancs avec des privilèges, qu'on ne doit pas souffrir les conséquences d'être homosexuel, d'être dans notre champ, d'avoir notre couleur de peau, d'avoir notre religion qui est méprisée, d'avoir, on a peut-être des autres pénuries, mais on est privilégié. Et ça nous fait une analyse complètement biaisée de cette société. Il n'y a pas de discussion. Hein. Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Ah ben, là, on aura deux problèmes. Ouais, c'est pas problématique, mais tout le monde, en vrai, tout le monde en chie. Oui et non, pas au même degré. Non, il faut assumer. C'est-à-dire, ça qui met en évidence, c'est que depuis tant de temps qu'on se bat, et cette série, c'est la preuve vivante, il est fait, en plus dès qu'il est tiré des faits réels, la preuve vivante, c'est qu'il se plaint autant des gens de dire « Ah, les féministes, pourquoi ils râlent ?» Non, on est encore sur une société contrôlée pour des hommes, faite pour des hommes. C'est comme ça. On a eu des évolutions fort heureusement. Ça change. Mais très peu à peu. On n'est plus au 19e siècle non plus. Mais heureusement, tout de même. Après, le problème, c'est toujours, on en revient, le problème, c'est les extrêmes et le fait qu'il y ait des gens qui soient de moins en moins éduqués, au final. Parce que quand tu tombes dans ce genre de évidemment, le problème, c'est l'éducation. Mais dans ce sens-là, c'est dans le sens de savoir placer chacun dans sa juste mesure. Parce que, par exemple, un autre point que je trouve que la série il aborde très justement, c'est que cette fille, qui ne mérite absolument pas mourir, il a eu des comportements méchants envers de ces gens-là. Voilà, le fait d'être méchant ne mérite pas la mort. Hein. Non. La méchanceté d'adolescent, normalement, ne mérite pas la justement, mort. Mais au point, on arrive. Mais quand des gens ils ont souffert ça, quand des gens, on a eu, je peux m'inclure là-dessus, des semi-dépressions à cause des traitements des autres personnes, parce qu'on est des ados, le monde est grand, tout c'est important, tout c'est magnifique. Aussi, donc c'est ça que c'est important à voir. Et même si tous on en chie, on n'est pas sur les mêmes ranges de privilèges. Là, je suis désolé, ça c'est très important ce point de débat, parce que si on sait qu'on est plus privilégié que les autres, on peut revenir à l'arrière pour analyser mieux ce qui se passe. Je ne sais pas si je me comprends. Ce n'est pas qu'il soit mal que tu aies une position. C'est la position, elle doit te faire comprendre que toi, cette situation-là, pour prendre des reculs, et te dire « Ah oui, merde, mais
En fait, tout ça que je ne vois pas sur mes côtés, dans mes PMI, mes petits partis de privilèges, il y a plein de merde que ça passe sur ces côtés-là, qu'on met dans l'angle mort, qu'on n'a pas envie de regarder. Bon, tu la vois je veux dire, tu vois tous les jours que c'est la merde, vraiment. Oui, mais quand tu ne vois pas tous les tenants aboutissants, cette merde qui ça passe, ça pourrait être très facilement introduite des c'est des abrutis, c'est parce qu'ils volent, c'est des discours de droite très traditionnels, mais que là, dans un monde, comme on dit, très post-vérité, ça marque énormément. Et bon, je suis désolé de faire un discours hyper politique, mais en fait, la série, il est hyper politique. Il a un discours très clair et très marqué sur ça qu'il vous marquer, montrer, de mettre en évidence tout un genre de questions qu'il ne confronte pas que les adultes, sinon qu'on est confronté dès notre plus presque préadolescence, parce que je pense que les choix de prendre en quelqu'un de 13 ans, c'est pas anodin. Non, bien sûr. Que ça a été vrai, mais ce n'est pas du tout anodin. C'est l'effet de dire attention, on refuse, il y a tous les droitards en train de dire ah non, on ne peut pas faire des classes de sexualité depuis à l'école. Mais si, justement. Il faut que les gens soient formés pour le faire. Voilà, et que ça, de quoi il parle. Là, le problème, c'est que toutes les formations qui sont faites par des gens qui n'ont pas été formés au préalable. Non, mais si ça, on peut être d'accord. Du coup, ça, au final, ça part d'un bon sentiment, mais ça biaise quand même le résultat. Mais juste que les gouvernements actuels, si on parle de France, il n'est même pas pour les travail là. Comme il disait l'autre connasse ce matin, pardon, il disait qu'il fallait éduquer depuis la maternelle pour les travail aux gamins. Oui, oui. Il faut faire des corvéables à merci. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Et tout est dit. Au lieu de leur apprendre à réfléchir. Bon, désolé, je m'emporte. Oui, mais après, voilà, on est dans un monde dysfonctionnel, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais justement, ce genre de séries, ils font comprendre cette dysfonctionnalité que plein de gens ils assument comme quelque chose de normal. Pour voir que ce n'est pas normal. C'est pas normal, mais on nous fait, si tu regardes le truc, on te l'a tellement banalisé que ça devient normal malheureusement. Oui, mais alors que ça ne devrait pas. Pas juste ça. Et encore, c'est la justesse encore que de cette série. C'est pas juste l'effet de pas de que c'est pas normal, sinon qu'il expliquait d'un point un angle très global. Et pas une famille de quartier, pas un gars qui a non, ça arrive à tout le monde ce genre de problème. Mais justement, c'est ça que c'est important d'expliquer. C'est ça qui est important à montrer. C'est ça que c'est voir qu'on n'est pas juste à l'écart du monde et qu'on est libre de tout ça. Bien sûr que non. Et ce genre de séries, je pense qu'ils sont en fonction un rôle d'éducation. Mais je ne sais pas, honnêtement, je ne pense pas que les auteurs ils ont réfléchi comme ça à la série. Parce qu'en plus, quand Broadchurch, qu'on avait vu, qu'il parle aussi de l'assassinat d'un gamin, finalement. Il y en a un des deux, apparemment, lui, c'est pas l'acteur, c'est l'autre. Il me semble avoir vu dans une interview que lui, il voulait essayer de provoquer le débat quand même. Ah oui, clairement, oui, si. Mais je ne sais pas si provoquer le débat, c'est pas forcément avoir les rôles éducationnels, je veux dire. Oui, peut-être pas, ouais. Mais un débat bien fait, ça éduque. Ah oui, forcément. Oui, ben, en tout cas... Quand c'est bien fait. En tout cas, je dis bravo pour ce qu'il fait. Ouais, sans doute, sur une analyse plus poussée, il y a des choses qui pourraient être mieux faites, sans doute. Mais je trouve un pari risqué, un pari réussi à mon point de vue, touchant. Encore une fois, bon, pour ne pas changer, j'ai regardé en BO, avec un accent, parce qu'ils sont tous les personnages qui jouent, utilisent l'accent Porsche anglais, et c'est très dur à comprendre, Mais voilà, ça passe très bien, hein. J'ai beaucoup aimé, et ça a fait beaucoup réfléchir. Hein. Personnellement, c'est des thèmes que je suis déjà très sensible parce que je connais, parce que ça me touche et parce que j'essaie de m'éduquer à moi-même, de se déconstruire pour comprendre justement nos propres privilèges, nos propres avances, à ça qu'on est et qu'on ne peut pas comprendre tout à fait. On peut être empathique, mais des fois, il faut vraiment se déconstruire pour se mettre à la peau de l'autre et les souffrances de l'autre.
qu'on devait beaucoup plus les faire, c'est-à-dire presque ça devait être systématique, je risque à dire, mais voilà. Donc, sur ce, je vais arrêter ce débat politique. Non, mais en fait, la série, elle amène à ça. Après, là, ce que tu viens de dire à la fin, on en revient au problème basique de la société qui nous pousse à l'individualisme au lieu de nous pousser à vivre ensemble. C'est plus compliqué que ça. Mais de base, mon choix, mon âme, ça c'est important, mais il faut savoir aussi se mettre à la place de l'autre, c'est ce que tu disais. Ah oui. C'est important, tu ne peux pas avoir qu'un côté de la médaille, il faut qu'il y ait le revers aussi. Oui, mais l'individualisme, il faut les recomprendre, il est réévalué. Je dis pas que c'est pas important l'individualisme, mais je dis que non, mais c'est-à-dire on est trop égocentré. On confond trop souvent l'individualisme avec l'égoïsme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'égocentrisme. Les deux, égocentrisme et égoïsme. Parce qu'individualiste, c'est-à-dire partir de l'individu vers l'extérieur, que ça, c'est une des théories possibles. Moi, personnellement, c'est ça que je crois, c'est qu'il faut te comprendre toi-même. Oui, bien sûr. Il faut te déconstruire toi-même à tout ce qui t'a formé, parce qu'on est tous biaisés depuis notre naissance, parce qu'on a tous été éduqués d'une façon ou d'autre. Et on est tous à une influence culturelle X ou Y. Et que cette influence peut être bien, peut être mal, peut être régulière, peut être moyenne, mais il nous a influencé, il a fait l'individu que nous sommes aujourd'hui. Et pour comprendre cet individu, il faut qu'on fasse des pas en arrière pour dire pourquoi, en quel moment on a fait ces choix. Et ça, c'est applicable à tout. Ça est applicable à notre genre, à notre sexualité, à notre vie, à notre compréhension de l'autre, d'autrui. C'est tellement applicable à tellement de rôles. De pourquoi, à un moment donné, on est allé là et pas là. Je veux dire. Oui, non, mais oui. Si on revenait un peu à l'arrière, c'est sûr que tous, on aurait des questions à se mettre en place. Oui. Après, avec des si, tu refais le monde. Mais moi, par exemple, tu peux avoir un parcours et quand même réussir à te mettre à la place des gens. C'est un peu, il y a une série que j'ai regardée, bon, je n'allais pas la chroniquer, et je ne pense pas que je la chroniquerai, que c'est la Bref 2 qui l'a sortie. Oui. Ouais. Je ne vais pas trop me spoiler. Bref, je déteste. Je la déteste. C'est horrible cette série. Cette gars, il est un imbécile du premier épisode jusqu'au dernier. Il n'est pas attachant du tout. Non, mais c'est pas juste qu'il soit attachant, c'est que c'est insupportable. Tellement de gens qui disent oui, je m'identifie ta race, quoi. Mais pardon, c'est un connard, quoi. Les goûts, voilà. Non, mais peut-être s'il était très bien fait, mais je ne m'ai même pas identifié un seul épisode. Oui, ça ne m'a pas touché un seul épisode. Moi, je ne me suis pas identifié à lui, mais j'ai bien aimé la série quand même. Non. Moi, la première, non. Cependant, la deuxième, que juste avant, il déconstruit toute la première, là, je kiffais. Là, j'ai vraiment kiffé. Même si, bon, il y a certains trucs très convenus quand même sur l'affaire, sur la réussite. Je ne sais pas si tu l'as regardé ou pas. Non, okay. J'ai pas Disney+. Les jeux de télécharge pas. Ok. Donc, la deuxième, en fait, il déconstruit complètement la première. Finalement, pour arriver à la conclusion que lui, il était un connard. Oui. En fait. Bon, il le dit plus ou moins à la fin de la saison, que c'est un connard. Ouais, mais là, c'est. Il va jusqu'au bout de sa connerie. Ouais. Mais il montre, à la fin, on le voit sur l'avant-dernier épisode, on le voit sous un jour vraiment négatif. Là, c'est reconstruit ça, mais c'est vraiment très déconstruit depuis le début, tous ces conneries, etc. Donc, bon. Après, peut-être que je ferai l'effort pour la première, je pense pas. Ça m'a vraiment insupporté. J'ai regardé après, il faut pas t'infliger, ça te plaît pas. C'est ça. Mais c'est curieux parce que les deuxièmes, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et la première, j'avais détesté. La première, il avait écrit quand il a eu 30 ans, donc la jeunesse, la fougue. Là, c'est la quarantaine, la remise en question, comme tu dis. Ouais, ça doit être ça. Remise en question. Mais ça revient un peu ça, un peu plus politiquement correct quand même, mais pas complètement, mais c'est un peu ça. Donc, ça reste une série un peu plus légère quand même. Et cette genre de série, je reviens à l'adolescence, finalement, il doit te permettre de ça, de faire des reculs et te dire putain, qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, allez, sur ce,
j'arrête la première chronique, la première de cette première partie. C'est ça. Et je te laisse à toi. Si tu vas commencer pour cela, on ne va pas finir d'ici 1h30. Ouais, c'est ça. La première partie sera la plus longue. Écoute. Allez, à toi. Donc, je vais parler aussi d'une série animée japonaise qui n'est pas forcément le cas en jeu non plus, au final. Non, pas du tout. On va parler de Monster, qui est un animé, un seinen. C'est un thriller policier, un drame psychologique. C'est une série de 74 épisodes de à peu près 22 minutes. Ça passe beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense parce que c'est tellement accrocheur qu'en fait les 74 épisodes on ne les voit pas passer. Enfin, si on veut se les faire d'un bloc, on devient fou. Quand même pas. On devient fou, mais ça passe assez rapidement quand même le visionnage. Je pense que parce que je regardé récemment, je pense que si je l'ai vu en 2-3 semaines, j'aurais tout regardé quoi. Ouais, voilà, à coup de 2 épisodes. 2-3 épisodes par jour, voilà. C'était ça, oui. Ouais, d'une dizaine de jours. Non, une vingtaine de jours. Ouais. Moi je pense que j'ai mis un bon mois et demi, un truc comme ça, parce que j'ai pris un peu mon temps, mais ça passe très bien. Et donc c'est une série qui a été diffusée au Japon à partir du 7 avril 2004. C'est arrivé en France sur Canal+, pour la première diffusion en février 2006. C'est inspiré du manga éponyme de Naoki Urasawa, qui est un mangaka mythique dont on va parler un petit peu après. Et le manga, lui, est sorti au Japon entre 1994 et 2001 et en France au début des années 2000. Je me souviens encore de la sortie quand j'étais au lycée, aux éditions Kana. Plus précisément, Big Kana, c'est la partie seinen de la maison d'édition. Et donc Naoki Urasawa, je fais un petit point dessus parce que bon, voilà, la personne vaut la peine du détour. C'est un mangaka qui est né en 1960, qui a été bercé dès la maternelle par les œuvres d'un des mangakas originels, on va dire, qui a donné ses lettres de noblesse à cet art, qui est Osamu Tezuka. Où dès l'école primaire, il participe Naoki Urasawa, dès l'école primaire, il participe au journal de l'école, où il dessine des mini-mangas de 4 cases. Ensuite, au collège, il va plus se tourner vers la musique, puisqu'il est fan de Bob Dylan. Ça va lui donner envie d'apprendre la guitare et de délaisser un petit peu le dessin. Il fait quand même des études de lettres à l'université de Ino. Et l'œuvre de Katsuhiro Otomo, donc le papa de Akira pour ceux à qui ça ne parle pas, le ramène à ses premiers amours, à savoir le manga. Après quelques piges en tant qu'assistant, il commence très rapidement sa carrière de mangaka professionnel avec l'espoir de percer rapidement et il y parvient assez rapidement puisque c'est à sa deuxième œuvre qu'il a ses premiers gros succès. Sa première œuvre, c'était des mini-histoires, ça s'appelle Pineapple Army. Oui. Qui sont réédités par Kana récemment en gros format de luxe, là, comme ils disent. Et sinon, la série qui le fait exploser, c'est Yawara, entre 1986 et 1993, qui est une série centrée sur le sport féminin. Le judo, ça parle d'une judokate qui est entraînée par son grand-père pour participer aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et comme toute œuvre de Naoki, c'est Urasawa, je me disais bien que je me trompais, de Naoki Urasawa. L'histoire n'est pas si simple. C'est pas un manga simplement de sport. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, plus touchants les uns que les autres. C'est un mangaka très très humain pour ceux qui connaissent son œuvre. Ensuite, il a fait Master Keaton entre 1988 et 1994. Essayez de bien retenir les dates, les périodes que je donne, parce qu'en fait, cet auteur dessinait 10 mangas en même temps en fait. Il s'arrêtait jamais, littéralement. Parce que si on dit Yawara, c'est 1986-1993, Master Keaton 1988-1994, et à chaque fois il fait plus d'une dizaine de tomes. Monster, il a plus que ça. Voilà, c'est ça. Monster, il y en a 18. Il y a 18 tomes. Donc Happy ensuite, qui est aussi une série centrée sur le sport féminin entre 1993 et 1999. On ne s'arrête pas.
Vient ensuite la série dont on va parler, donc à savoir Monster, entre 1995 et 2001, où là, il va... Ah oui, j'ai pas dit, mais avec Yawara, sa première œuvre, il gagne le prix Shogakukan en 1990, qui est l'équivalent du prix Goncourt du manga au Japon, en fait. Avec Happy, il gagne rien. Avec Monster, il va gagner le prix d'excellence du Festival des Arts et Médias au Japon en 1997. Il gagne le Grand Prix culturel Osamu Tezuka en 1999. Et il gagne aussi le prix du manga Shogakukan en 2001, toujours avec Monster. Donc Monster, c'est une série qui est à minima 3 fois primée au Japon, en plus sur des prix très importants. Ensuite vient une autre série mythique, c'est 20th Century Boys. Qui gagne le prix du manga Kondasha en 2001. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas associé au même auteur. Ouais. Qui gagne le prix d'excellence du Festival des Arts et Médias en 2002, qui gagne le prix du manga Shokaku en 2003 et qui gagne, il gagne un prix au Festival d'Angoulême en 2004. Donc ça c'est pour 20th Century Boys entre 2000 et 2007. Et enfin, moi j'ai gardé ces séries les plus connues, hein. Je ne parle pas de tout non plus, mais enfin je finis par Pluto, qu'il a dessiné entre 2003 et 2009, qui est une réinterprétation d'un arc scénaristique de Astro, Astro en France, je sais plus comment ça s'appelle en version originale. Je pense que c'est pareil. En France c'était Astro le petit robot. Ça, la deuxième partie, je pense pas. Mais... d'Osamu Tezuka. Donc c'est en version, il a rendu un arc en mode seinen en fait. Et avec Pluto, il gagne le prix Osamu Tezuka en 2005. Il gagne le prix d'excellence du Festival des Arts Médias encore une fois en 2005. Et il gagne un autre prix à Angoulême en 2011 avec cette série. Atom. Ouais, c'est ça, Atom. Atom. Et donc en France, Astro. En espagnol aussi. Ouais. Et bref, comme je l'ai dit, c'est un bourreau de travail et c'est un génie reconnu du manga. En 2001, rien qu'au Japon, il avait vendu plus de 100 millions de mangas en 2001. Donc imaginez maintenant, parce qu'en 2001, Pluto n'était pas encore sorti, etc. Donc, c'est un maître. Au même titre que le dessinateur de One Piece. Bon voilà. Il travaille tellement d'ailleurs, ce travail acharné qu'il fournit pendant des années, puisqu'il dessine plus de 100 pages par mois pendant 20 ans. Et en 2006, il doit faire une pause de 6 mois. Hein, après 20 ans de travail acharné, il fait une petite pause de 6 mois parce qu'en fait, il s'est déclenché des problèmes au niveau de l'articulation de l'épaule. Qui l'empêchait de dessiner, c'est-à-dire qu'en gros il avait l'épaule qui bougeait plus et il ne pouvait plus dessiner comme il le souhaitait. Et cet incident, cette pause de 6 mois l'a fait devenir assez critique sur le rythme de parution imposé par les maisons d'édition aux auteurs en fait. Donc il fait partie maintenant un petit peu, alors je ne sais pas trop comment ça marche au Japon, mais d'une sorte d'associations ou de syndicats qui militent un peu pour que les éditeurs de manga lâchent un peu la grappe pour pas mettre les dessinateurs, parce qu'il y a historiquement, il y a énormément de dessinators de manga, mais très connus, qui ont fini en burn-out ou avec des maladies très graves. Le dessinateur d'Hunter x Hunter, typiquement, qui est très malade. non, mais ça c'est... Il y avait le dessinateur de Bastard aussi, ce qui est une série énorme, mais le gars, il s'est lancé dans un projet tellement énorme et avec des délais tellement courts qu'il a fini par sauter et arrêter de dessiner du jour au lendemain. Enfin, c'est assez particulier. Là où les auteurs de BD franco-belges ont plus le temps de travailler, des fois un peu trop, ouais, effectivement, mais au moins ils ont le temps de mener leur projet à bien. Quitte à choisir, je préfère aller aussi le modèle. Ouais, voilà, c'est ça. Même si des fois on entend 10 ans entre 2 tomes, bon, au moins le gars est en bonne santé. C'est ça. C'est ça qui compte aussi. Bon, voilà. Bon, de quoi nous parle Monster? Donc, Monster, c'est une histoire mais vraiment foisonnante qui prend place dans l'Allemagne de la fin des années 80, une période sensible de fin de guerre froide. Nous sommes proches de la fin du bloc soviétique et de la réunification du pays. Plus précisément, l'action commence à l'Eisler Memorial Hospital de Düsseldorf,
où nous faisons la connaissance de Kenzo Tenma, un jeune neurochirurgien japonais de génie, ayant suivi son cycle universitaire dans son pays d'adoption. Promis à une carrière flamboyante car en plus de ses compétences hors normes, il est fiancé avec Eva, la fille du directeur de l'hôpital. On comprend toutefois bien vite que l'homme est un vrai médecin. En fait, Tenma, c'est pas un arriviste. Il est avec Eva parce qu'il l'aime, tout simplement. Il n'est pas par intérêt. Et malgré tous les efforts que son entourage fait pour le plier au jeu des influences et des politiques et autres aristocraties, ce qui l'anime, c'est vraiment de soigner ses patients. Et cette honnêteté va le conduire à faire un choix important pour son avenir, parce qu'un soir, il y a 2 urgences vitales qui se présentent à lui. D'un côté, on a le maire de Düsseldorf qui est dans le coma en train de faire une attaque. Et de l'autre, on a un enfant d'une dizaine d'années ayant reçu une balle dans la tête et dont la sœur jumelle est aussi en état de choc hospitalisée. Et les parents de ces 2 enfants ont été retrouvés morts, sauvagement assassinés. Donc les 2 interventions réclament une finesse technique dont seul Tenma est capable. Le directeur de l'hôpital, bien sûr, lui ordonne de soigner le bien, forcément, car sa vie vaut très certainement plus que celle d'un enfant anonyme. Et Tenma, qui avait déjà commencé à prendre l'enfant en charge, refuse d'obéir en fait. Il opère l'enfant et le sauve. Le maire de son côté, lui, décède. Face à cette insubordination, le directeur de l'hôpital décide de faire payer à Tenma le prix fort. Si officiellement les meilleurs spécialistes ont tout fait pour sauver le maire, il faut bien sauver la face et la réputation de l'Institut. En coulisses, le sort du médecin japonais est scellé. Il est mis dans une impasse, sa carrière n'évoluera plus au sein de l'hôpital et s'il tente de partir, quelques coups de fil auront tôt fait de dissuader ses futurs employeurs de l'accueillir. Bref, il se retrouve dans la merde, comme on dit, plus précisément. Donc l'injustice continue quand Eva décide de le quitter pour un autre médecin plus corporate, on va dire. Bon, elle va le regretter un peu plus tard, mais au début, c'est l'injustice jusqu'au bout des ongles. Et en plein désordre, Tenma veille le petit garçon dans le coma et maudit à haute voix ses supérieurs pour leur manque d'humanité et d'éthique médicale. Oui. Quelques jours plus tard, le garçon et sa sœur disparaissent et en même temps, 3 hauts responsables de l'hôpital, dont le directeur, meurent. Mystérieusement assassiné. Tenma reprend le cours de sa vie et devient le chef de service de chirurgie. Un événement 9 ans plus tard, là je raconte beaucoup de choses, mais en vrai c'est les 3 premiers épisodes. Oui, c'est ça. C'est dense. C'est ça, et pourtant, avec des épisodes de 22 minutes, c'est impressionnant tout ce que ça raconte. Et donc 9 ans plus tard, l'action coupe et reprend 9 ans plus tard, Tenma va réaliser que l'enfant qu'il a sauvé, qui s'appelle Johan, est en fait un monstre. Il a tué, il se rend compte que c'est lui qui a tué ses 3 chefs pour le remercier de l'avoir sauvé. C'est un beau cadeau. Et le chemin de Johan, il se rend compte que le chemin de Johan est parsemé de cadavres et que ses motivations sont tout autant démoniaques que calculatrices, mais dont on ne connaît pas le but. Cependant, donc, dans ce contexte, Tenma, lui, ressent un bon poids de culpabilité puisque c'est lui qui a sauvé le monstre et pour lui, s'il a pu continuer à tuer à loisir, c'est à cause de lui. Et ces problèmes ne s'arrêtent pas là, à notre ami Tenma, parce qu'en parallèle, la police allemande dépêche le commissaire du BKA, Runge, pour enquêter sur tous ces morts dont le dénominateur commun semble être Tenma. Donc en fait, le Runge prend pour cible Tenma. Donc c'est la merde au carré. Personnage emblématique, les flics. Runge, c'est un personnage, tous les personnages de toute façon. Oui, mais lui, c'est un de ceux qui marque dans son évolution. Son évolution est exceptionnelle, ouais. C'est vrai. Et Runge est donc, au moment
du début de la série. C'est un policier retors dont la logique implacable des faits est sans appel. C'est quelqu'un qui ne fait appel qu'à la logique et il va tout faire donc pour faire tomber le médecin japonais. Ce dernier décide alors de quitter Tenma, décide alors de quitter son travail afin de réparer son erreur et de mettre fin au plan de Johan. Une double traque s'engage alors à travers l'Allemagne et la République tchèque où Tenma traque Johan et la police, en la personne de Runge, traque Tenma qui devient l'homme le plus recherché d'Europe de l'Est. Oui. Très certainement. Bon, ça c'était pour le pitch du début qui est assez dense. Avec les petits détails que Tenma, il parsème d'où bien à son passage. Et donc, il s'est fait des amis là où il va. C'est ça. Pour plein de raisons différentes. Bon, notamment une, mais pour son caractère bienveillant. Tout le temps. C'est ça. Parce que lui, quoi qu'il en soit, il est, même jusqu'au début, moi, quand la chose il va jusqu'au bout, sans dire plus, c'est la représentation du vrai docteur. Lui, c'est le soignant. Il cherche tout le temps à soigner. C'est ça. Et il soigne dans tous les aspects. C'est-à-dire que tous les gens qu'il rencontre, soit il les soigne physiquement, soit il les soigne moralement ou psychologiquement. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver le mot, il arrive à toujours trouver l'énergie pour, malgré toute la merde que lui vit, il arrive à trouver l'énergie. À la place, que c'est très 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 juste dans l'anime comme il est fait, et dans les mangas, c'est la contraposition à la place d'opposer au grand méchant, donc à Johan, quelqu'un de très carré. Ça pourrait être. Je pense que ce qui est important de là, c'est que classiquement, ça aurait été Runge contre Johan. Oui. Et là, les pré-protagonistes, c'est Tenma, que c'est vraiment la vraie opposition. Oui. Parce que les flics, pour plein de raisons, il n'est pas un monstre, mais un peu quand même. Oui. Mais en fait, l'intérêt de la série, c'est que même Tenma d'ailleurs a une part monstrueuse en lui, mais qu'il maîtrise. C'est ça là, le thème principal de Monster. Oui. C'est que tout le monde a un monstre en lui en fait. C'est ça, c'est ça. Oui, mais Tenma, lui il le fait taire mieux. C'est ça, c'est lui qui garde l'équilibre. C'est ça. En quelque sorte, c'est lui qui tend vers la lumière sans forcément. Voilà, c'est ça. Et quand il chancelle, c'est les amis qu'il s'est fait. C'est grâce aux amitiés qu'il a tissées, aux liens qu'il a tissés avec les autres, qu'il retrouve le bon chemin. C'est ça. Parce que comme ça, Runge, quand tous les voit, c'est presque si inhumain que Johan. En quelque sorte. Mais Runge met plus de temps. Runge, pardon. Runge met plus de temps, mais il finit par être touché aussi par l'humanité de Tenma. Mais lui, c'est les soigner en quelque sorte. On pourrait dire ça. C'est ça. C'est bien plus compliqué que ça, vous en doutez, regardez-le pour comprendre. 74 épisodes, voilà. c'est plus compliqué. Mais et surtout la densité qu'ils ont. Mais effectivement, au début, parce que Johan, ça qui le caractérise, c'est inhumanité, c'est inhumain. Lui, c'est le sang-froid. Il prend en raison qui est bon découvrir. Voilà. Mais Runge, pour des autres raisons, il est si inhumain que lui. Pour des raisons différentes. C'est pas du tout les mêmes. Mais tout à fait. C'est une âme calculatrice, froid, etc. Qu'après, il montre. Il traverse des relations personnelles, que ça c'est très intéressant quand il montre son épouse, machin, etc. Là, ça change. Voilà. Ça. Je te laisse continuer. Et donc, que ce soit le manga ou l'animé, l'animé a l'avantage d'avoir l'animation, les sons. Ça nous présente un road trip ficelé de main de maître. Parce que on pourrait comparer, c'est un peu une série dans la lignée de ce que pouvait être la série du Fugitif, qui avait été repris en film après avec Harrison Ford. C'est un peu la même idée, où nous suivons les errements désespérés de Tenma dans cette quête de rédemption, pouvant elle-même le faire devenir un monstre, justement. Et l'histoire est encore bien plus complexe. Elle multiplie les intrigues à tiroir, rendant l'univers de la série crédible, en particulier grâce à une intelligence d'écriture
contextuel, la période et le lieu choisi sont loin d'être anodins. Le fait d'avoir choisi l'Europe de l'Est, la guerre froide, le chaos de la fin du bloc de l'Est avec les réunifications, les séparations de certains pays, les bouleversements politiques qui sont... oui, que d'ailleurs, si on pourrait faire une critique, petite critique, mais j'adore, j'adore. Oui. Mais ça qu'il ait fait un peu des caisses sur ça. Oui. Un peu. Mais c'est pour montrer que voilà, il fait des caisses un peu. C'est ça. Après, ça reste un manga. Mais un manga qui est bien, même pour un manga seinen, qui est vraiment bien équilibré quand même. Oui, non, ça part pas dans la caricature. Non, pas du tout. Quand je dis qu'il a fait des caisses, c'est dans la partie, il est beaucoup trop marqué. Oui, c'est ça. Les post-communisme, les machins, là, il te les laisse bien clair. Bref, pardon. et donc, on va parler de ces thèmes-là, dont je viens de vous expliquer, mais aussi on va toucher à tout ce que les arrière-gardes de la guerre peut provoquer avec des études médicales un peu bizarres, touchant des fois presque à l'eugénisme. Allez voir, c'est dense. Mais également, il y a une intelligence d'écriture des personnages, comme on vient de l'évoquer avec Jom, tant pour les personnages principaux d'ailleurs que même pour les personnages secondaires. C'est-à-dire que chaque personnage a un background qui fait qu'on s'attache ou on déteste le personnage selon de quel côté il est. Et toujours pareil, ce n'est pas manichéen là encore, c'est-à-dire que chaque personnage a des motivations et un vécu qui l'amène là où il est au moment de la série et qui peut le rendre même pour un monstre touchant. Quand on apprend d'où il est parti. Bon, bref. En tout, nous suivons plus d'une trentaine de personnages, tous développés avec soin et permettant au récit d'évoluer sans pour autant être toujours collé à Tenma. C'est-à-dire que le panel de personnages est tellement grand que des fois, la série et le manga se payent le luxe de laisser Tenma de côté pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on a des arcs scénaristiques où Tenma n'est pas du tout représenté, n'est pas du tout dedans, quoi. Moi j'ai personnellement apprécié le mini-arc scénaristique lié à Richard Brown, qui est un détective privé. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'arc scénaristique de Wolfgang Grimmer. Je ne sais pas si tu t'en souviens du personnage du journaliste avec le gros sac à dos là. Oui. Ce personnage-là, il m'a il m'a mis des frissons. Oui, qu'il est très bien par ailleurs. Ah ouais, le père est extraordinaire. Donc Grimmer qui est un journaliste indépendant, ancien espion du bloc de l'Est, tentant de mettre à jour des expériences horribles sur les enfants en Allemagne de l'Est à l'époque de la guerre froide. Les autres personnages sont tout autant intéressants, avec chacun des fêlures avec lesquelles ils doivent se battre. Le personnage de Anna, la sœur de Johan, est particulièrement marquant à ce titre. On peut dire qu'elle en chie, mais que c'est là encore, poussée par Tenma, ça devient une vraie guerrière aussi de la lumière. Ou encore, Runge, on en a parlé, j'y reviens pas dessus, on va pas épiloguer. Bref, on pourrait en faire une thèse, tant l'œuvre fourmille de détails, tous interconnectés et s'éclairant l'un l'autre au fil du récit. Et pour vous donner mon avis, Monster fait partie des œuvres qui me suivent depuis le lycée, mais bizarrement, puisque j'ai eu le manga très régulièrement dans les mains, mais en fait j'ai jamais passé le cap de l'achat. Et pareil pour la première diffusion sur Canal+, c'était une série que j'avais envie de voir, mais qui au final j'ai jamais pris le temps à l'époque de la regarder. Je m'y étais vraiment jamais plongé dedans. À l'époque j'avais plutôt choisi de suivre d'autres parutions de manga comme Psychometer et Iji, dont maintenant on ne parle plus, qui n'est pas du tout rentré dans la légende comme a pu le faire Monster. Et des centaines d'autres mangas qui habitaient dans ma chambre avec moi. J'avais tellement de trucs qu'au bout d'un moment on était obligé de faire des choix.
Et au final, c'est que cette année que je m'y suis vraiment intéressé. Et après avoir. En plus, c'est après avoir écouté un podcast retraçant les différentes œuvres de l'auteur. Puisque c'est un podcast que j'avais écouté juste après Pluto. Et moi, j'avais pas fait le lien que le gars de Pluto, c'était le gars de Monster et de Tony. L'animation. Oui. Après, au final, l'animation, au final, se ressemble beaucoup. Plus moderne, mais. C'est ça. Oui. Mais j'avais pas fait le rapprochement et du coup, après avoir regardé Pluto et après avoir écouté ce podcast, ça m'a permis de m'intéresser à Monster et de m'y plonger dedans. Et alors là, quelle claque! Quelle claque! C'est une histoire dont on ne ressort pas indemne, où l'espoir est aussi faible qu'une bougie n'ayant plus de ciel à consumer. La violence psychologique est carnassière, elle prend aux tripes. Et les trajectoires des différents protagonistes sont palpitantes. C'est un beau morceau. On redit 74 épisodes, mais je vous invite vraiment à découvrir ce bijou d'un immense auteur en plus de manga et dont la réalisation donne un supplément d'âme à mon sens et n'a rien à envier aux productions hollywoodiennes et même l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'il devrait s'inspirer plutôt de Monster que Monster devrait s'inspirer d'eux. Et petit détail, parce que bon, j'ai regardé les deux versions. Le doublage français tient très bien la route pour le coup, même si là encore les voix originales sont. Après, dans l'animation, ça passe généralement. Mais parce qu'il y a eu des gros fails dans le doublage français, même d'animé. Ouais. Et là, ça n'en fait pas partie. Ça fait partie des doublages quand même qui sont très sérieux. C'est un peu un cas à part dans le sens que, quand je me souviens, j'avais commencé à regarder. Je n'avais pas regardé en totalité, mais quand même en plein d'épisodes, à sa sortie, à la sortie doublée, par ailleurs, en Espagne. Et je m'en souviens bien que si même dans les mangas, il y avait plus, je ne vais pas risquer de dire que c'était les premiers réalistes, mais je pense qu'en tant que série animée, toute publique, arrivée au-delà des frontières du Japon, c'était un des premières qu'on sortait du shonen plus traditionnel ou plus de la fantasy, parce qu'on avait les films des vampires, des bloodlust vampires, on avait certains films un peu plus réalistes, etc. Mais réalistes tout en étant de la fantasy. Et là, on était dans l'Europe, dans l'actualité, en actualité quelques années près. Dès qu'il avait sorti, et je pense que ça c'était un grand changement de paradigme. Et en tant qu'anime, peut-être pas des mangas, c'était, je trouve, un grand changement à l'époque. Oui, tout à fait. Qui est sorti. En Europe, quand il est sorti, c'était un des tout premiers aussi réalistes à ce point. Oui. Après, comme je t'ai dit, dans la foulée, il y a eu Psychometal Reiji, mais qui est un peu. C'est un mélange shonen seinen en fait. Mais c'est plus gamin en fait, alors que Monster avait une maturité. C'est la différence des tons, parce qu'on avait City Hunter aussi, que c'était dans l'actualité, mais hormis les doublages, ne parlons pas. Mais dans la thématique, il était toujours un peu, c'était les flics, mais avec quelques clins d'œil, avec encore les bonasses. Là, on abandonne complètement ça, complètement pour être c'est un thriller de A à Z. Ça aurait pu être un film. Oui. D'ailleurs, il y a Newland Cinema qui avait racheté les droits et ça. Ils en ont rien fait. Heureusement, je pense heureusement, parce que le manga et l'animé sont tellement bien que les Amerlocs, ils auraient tout foutu en l'air, je pense. Donc c'est très bien que ce soit pas sorti, mais voilà. Bon voilà, on est tenu les 57 minutes pour la première partie. On est pas mal. C'est ça. Donc là, comme on a dit, on va faire petite pause, coupe, etc. On continuera sur l'enregistrement et que ça sortira dans 15 jours plus tard, dans la chronique. Vers la fin du mois. Du coup. Mais pour nous, ça va être dans la continuité. On sera habillés pareil. C'est ça. Je vous relève peut-être au prochain épisode, on changera d'habit et tout, on préparera. Quand même pas. Pour faire semblant. Bon, donc merci à tous ceux qui sont arrivés. Il y a d'ici 15 jours. Ciao.